Merci à tous de suivre cette dernière table ronde de la soirée. Il y en aura encore d'autres demain, je vous rassure. Pour cette table ronde que nous avons intitulée de manière peut-être un peu sinistre vers la fin de l'identité européenne, et dont j'espère que nos débattants nous prouveront que cette question est fausse et que donc on ne va pas vers la fin de l'identité européenne mais vers une reconstruction sans doute. Nous sommes heureux d'accueillir Chantal Delsol, philosophe qu'on ne présente plus ici, je pense. Mathieu Bock-Côté, donc, qui est un jeune essayiste et philosophe québécois, que l'on qualifie parfois ici de Finkielkraut québécois. Voilà. Je pense qu'il le prend bien. Et donc, à ma gauche, nous avons Stéphane Buffetot, qui est ancien député européen et membre actuel du Conseil économique et social européen. Je n'ai pas fait de faute. Et Christian Van Est, ancien député UMP. Oui, mais président du RPF. Et président du RPF, pardon. Ouais, je préfère dire ça plutôt qu'ancien. Alors, pour introduire ce débat, je pense que ce serait bien qu'on commence par écouter Mathieu Bock-Côté, qui a une vision justement d'outre-Atlantique qui peut-être ne sera pas la nôtre sur la destinée de l'Europe aujourd'hui, de l'Union européenne qui était la forme qu'on a essayé de donner à l'Europe et qui aujourd'hui semble assez malmenée, notamment par ce qu'on a vu en Grèce, par ce qu'on a vu avec la crise des migrants. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle Europe peut-on refaire demain ? Sur quelle identité va-t-on la fonder ? Faut-il rester encore dans cette Union européenne, en sortir totalement ou la refonder de l'intérieur ? Donc je vous donne la parole, Mathieu Bock-Côté. Alors, bonjour à tous. Merci infiniment pour cette invitation qui me fait grand plaisir. J'ai donné pour titre à ma communication le paradoxe de l'identité européenne. On aurait pu aussi avoir, elle aurait aussi pu avoir pour titre, dis-je, défense et illustration de la question identitaire. Alors, en un mot, pour faire assez bref, je crois qu'il y a un paradoxe depuis un bon moment, tout le moins depuis le début des années 1990, dans le rapport au projet européen, et on verra par ailleurs que c'est vrai aussi dès qu'on parle d'identité collective dans la plupart des sociétés occidentales, sinon dans toutes les sociétés occidentales, c'est que le projet européen semble donc tenir dans le paradoxe suivant: plus on souhaite constituer l'Europe politiquement, plus on cherche à donner une forme politiquement à l'Europe, et moins on croit nécessaire de faire appel à sa réalité historique. C'est-à-dire que l'Europe, plus elle se construit, et plus on a tendance à la définir dans les termes d'une logique strictement universaliste. On va parler de l'Europe souvent en parlant de la démocratie, des droits de l'homme, du marché, d'une société ouverte, évoluée, ce qui est une formidable chose, mais je ne vois pas en quoi cela distingue de ce point de vue l'Europe de la Nouvelle-Zélande, ou du Québec, ou encore des États-Unis. Alors probablement que certains peuples, ou peut-être les Néo-Zélandais, voudraient être candidats à l'Union européenne d'une certaine manière, puisqu'ils correspondraient à la plupart des termes qui sont proposés pour définir, la plupart des critères qui sont proposés pour définir ce que peut être le projet européen. Donc, d'une certaine manière, l'Europe telle qu'elle se construit, ou l'idéologie européenne telle qu'elle est portée, définit l'Europe moins à la manière d'une réalité historique qui chercherait à prendre forme politiquement, qu'à la manière d'une utopie dont l'Europe serait le stade transitoire. C'est-à-dire, pour l'instant, l'Europe aurait des frontières circonstancielles, elle ne saurait être définitive. Par définition, d'ailleurs, les principes qu'on utilise pour définir l'Europe sont théoriquement valables pour l'ensemble du genre humain. Donc, une Europe qui peine à définir quelques frontières significatives que ce soit, et qui peine aussi, par ailleurs, à assumer quelque chose comme une identité historique qui ne serait pas valable pour l'ensemble du genre humain, qui définirait une expérience historique particulière et qu'il faudrait délimiter, instituer, constituer politiquement d'une manière ou de l'autre. C'est ce que j'appelle, à bien des égards, la tentation de l'universalisme radical. La tentation de l'universalisme radical, c'est-à-dire que nous ne parvenons plus aujourd'hui, dans l'ensemble des sociétés occidentales, à définir le particulier historique, l'héritage, l'enracinement, la mémoire, la culture, tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, permettrait de particulariser le lien politique, de rappeler que s'il y a naturellement un horizon universel à l'ensemble du genre humain, il y a un pluralisme inévitable de l'espèce humaine, une pluralité de civilisations, une pluralité de nations, et la volonté d'éradiquer cette
Ce pluralisme fondamental relève en fait d'un projet sinon totalitaire, à tout le moins terriblement appauvrissant pour le genre humain. Et me semble-t-il que le projet européen est victime donc de cet universalisme radical qui s'explique à bien des égards par ce qu'on pourrait appeler une manie pénitentielle. C'est-à-dire que on voit dans le discours public des sociétés européennes une relecture hyper critique de la mémoire collective, en fait de l'expérience historique. Et apprendre l'histoire aujourd'hui à bien des égards, c'est apprendre à se détester. C'est apprendre pourquoi nous avons commis des choses horribles. Et voilà, et à partir du moment où on définit l'héritage, la mémoire, à la manière d'une collection de choses horribles et détestables, eh bien l'essentiel du progrès politique consistera non pas à transmettre ce patrimoine toxique, empoisonné, mais plutôt à s'en affranchir. À s'en affranchir de ce point de vue, c'est une forme d'émancipation qui se pense comme un arrachement à la tradition, un arrachement à l'histoire, un arrachement à la culture. Et moins nous sommes portés par la tradition, la mémoire et l'histoire, plus nous sommes libres. Et on ne sera pas et soit dit en passant, je le note dans plusieurs sociétés, et ça c'est vrai dans la société québécoise comme dans la société canadienne, vous noterez la distinction, c'est vrai dans la société française. Je pense par exemple au débat sur l'identité nationale que vous avez eu, je crois, en 2009 si je ne me trompe pas. Et il y avait, et je l'ai un peu étudié pour différentes raisons dans le cadre de mes travaux, et ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'il y avait une incapacité à la fois théorique et pratique à nommer ce qui serait le propre de l'identité française. On l'évoquait, d'ailleurs, je l'évoquais tantôt, on parlait des grandes valeurs de la République, qui pour l'essentiel, et je le dis en toute modestie et sans volonté de vexer qui que ce soit, ne se distinguent pas fondamentalement des grandes valeurs de ce qu'on appellera la démocratie ailleurs, ou les grandes valeurs du libéralisme ou de la modernité. Donc, il y avait une difficulté lorsqu'on parlait de l'identité française à assumer ce qui fait que la France n'est pas la Norvège, ce qui fait que la France n'est pas le Danemark, ce qui fait que la France n'est pas l'Allemagne. La difficulté d'assumer le particulier est probablement une des grandes failles de la philosophie politique contemporaine. De ce point de vue, évidemment, si on nie le particulier, eh bien, on en arrive à la conclusion que tous les peuples sont interchangeables. D'ailleurs, pourquoi parler de peuple? On parlera plutôt de population. Toutes les populations sont interchangeables, et lorsque viendra le temps de définir l'Europe, on le fera à la manière d'un grand espace neutre, essentiellement régulé par les droits de l'homme, et à partir du moment où les droits de l'homme régulent cet espace, eh bien, nous devrions nous montrer indifférents à l'identité des populations qui habitent ce territoire. Ce qui fait en sorte, à bien des égards, qu'on n'est plus capable de voir dans la société contemporaine que des individus ou des minorités, mais on est incapable de penser quelque chose comme une majorité fondatrice autour de laquelle se structurerait la communauté politique ou la citoyenneté. Alors, je termine très bientôt. Je note une chose, cela dit. Il y a quelque chose qui est dans l'angle mort de la théorie libérale de la citoyenneté, ou même de la théorie républicaine de la citoyenneté, bien souvent, bien qu'il faudrait faire des nuances. C'est la question des mœurs. C'est la question des valeur pour peu qu'on l'inscrive au particulier, c'est la question de la culture. Nous peinons aujourd'hui à accepter cette idée qu'une communauté politique n'a pas pour vocation d'embrasser le genre humain au grand complet. Ça ne veut pas dire qu'il faut bien évidemment avoir une forme d'idéologie du repli sur le même, d'une incapacité le refus d'accepter la possibilité d'une communication entre les cultures. Mais nous sommes incapables d'accepter cette idée qu'il y a des mœurs au cœur de la communauté politique, qu'il y a une culture en son sein, et que la responsabilité du pouvoir politique, à bien des égards, est de conserver, quelquefois, cet héritage, cette mémoire, cette culture, ces mœurs. Alors on en arrive bien évidemment à comprendre l'incapacité de penser quelquefois la réaction des phénomènes comme l'immigration de masse. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans la mesure où ce ne sont que des populations qui arrivent ici et qui ont pour vocation de respecter simplement les droits de l'homme, eh bien, pour quel problème aurait-on à accepter ces grands transferts de population? Parce qu'on est incapable, ne prenant pas au sérieux les cultures, nous sommes incapables de penser les frictions possibles entre les cultures. On considère que les cultures sont simplement des folklores dont les hommes peuvent se débarrasser librement, ou alors simplement des choix privés, mais qui ne structurent pas la vie politique. Alors j'en arrive à une conclusion qui ne sera pas surprenante, cela dit. Je crois que toute philosophie politique sérieuse qui s'intéresse à la question de l'identité européenne doit prendre au sérieux ces deux mots, identité et européenne. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître que les identités ne sont pas simplement des systèmes de règles, mais des héritages particuliers, substantiels, qui méritent d'une certaine manière d'être transmis.
Et européenne, j'entends par là la nécessité de reconnaître ce qui est le propre de l'Europe et qui ne saurait être. Alors là, on définira les frontières de l'Europe comme on le voudra. Pour certains, ça vient avec la Russie. Pour d'autres, ça vient pas avec la Russie. Ce n'est pas à moi de trancher ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a la nécessité d'identifier le particulier de l'Europe à bien des égards, me semble-t-il. Je trouve qu'il y a eu beaucoup dans tout le débat qu'il y a eu sur l'héritage, que les racines chrétiennes de l'Europe au moment de la Constitution, du débat sur la Constitution en 2005, je pense que c'est un bon exemple de cette difficulté à penser l'identité européenne. C'est-à-dire, dans la mesure où on considérait que les racines chrétiennes de l'Europe, c'était un rappel du caractère d'un héritage particulier marquant l'identité de cette civilisation, la censure de ces racines chrétiennes témoignait d'une forme d'impuissance à la fois culturelle et politique. Donc, il y a une inévitable réconciliation avec cette part chrétienne de la civilisation européenne. Il y a aussi inévitablement une réconciliation avec la forme politique centrale de l'Europe, c'est-à-dire la nation. J'espère avoir résumé correctement mon propos. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté pour ce vigoureux exposé, très éclairant. Je ne sais pas si Chantal, vous voulez réagir, vous qui avez beaucoup travaillé sur la question de l'Europe, notamment sur la subsidiarité et sur les philosophes d'Europe centrale et de l'Est. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une identité européenne ou qu'elle s'est perdue, ou qu'il n'y en a jamais eu, ou est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr que je pense qu'il y a une identité européenne et une identité particulière. Vous avez parlé d'identité particulière, vous avez parfaitement raison. Disons comme très rapidement, en 3 points. Une identité européenne en 3 points. Le premier point, c'est qu'on sort du temps cyclique, on rentre dans un temps fléché avec l'Europe judéo-chrétienne. Et donc, on rentre dans le temps du salut, ce qu'on appelle l'économie du salut en théologie, et ensuite dans le progrès, dans l'idée du progrès. Je prends constamment le contre-exemple parce que c'est celui que nous avons sous les yeux. Dans le Coran, le mot « temps » n'est jamais écrit ni prononcé. Donc, nous ne sommes pas dans le temps historique. Ici, nous sommes dans le temps historique. Ça change tout. Il y a une émancipation, une amélioration permanente qui peut d'ailleurs provoquer des perversions, évidemment. Mais ça, c'est un point particulier et ça n'est pas universel. Peut-être que ça le deviendra, mais pour l'instant, ça n'est pas universel. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde est comme nous. C'est pas vrai. Deuxième point, un régime de vérité. La vérité, inventée par Parménide, puis par Platon, puis par les Grecs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fait que, pour prendre cet exemple purement judéo-chrétien, le Christ est ressuscité, c'est une vérité, c'est pas un conte, c'est pas un mythe, c'est pas une histoire brodée, etc., inventée, c'est une vérité, c'est arrivé une fois, dans le temps. C'est complètement autre chose que les mythes qui tissent toutes les autres civilisations. Qu'est-ce que ça signifie, au fond ? Ça signifie qu'on invente la science, on invente les sciences, et on invente l'universalité, parce que la science fait que les principes de la science sont toujours vrais. Ils sont vrais partout, 2 et 2 font 4. C'est vrai partout, dans tous les temps, dans tous les lieux. C'est l'universalité du régime de vérité. Et ça, c'est l'Europe qui l'a inventé. Ça ne veut pas dire que les autres civilisations ne peuvent pas s'en saisir après, mais les autres civilisations vivent dans les mythes, ce qui est tout aussi important pour fabriquer des morales et des religions, évidemment. Mais c'est tout à fait différent, les mythes. Les mythes, c'est ni vrai ni faux. C'est pas pareil. Alors, pour vous donner juste un exemple, un point, avec le régime de vérité, vous avez la tolérance. Vous vous trompez, monsieur, mais je vous tolère. Avec le régime de mythe, vous avez le syncrétisme. Vous avez raison, moi aussi. C'est complètement différent. C'est une particularité de l'Europe. Troisième particularité, et après je laisse la parole, on invente la personne et en même temps la liberté. La liberté personnelle. Cherchez ça ailleurs, vous ne trouverez pas. Vous ne trouvez pas. Ni en Chine, ni chez les musulmans, ni chez les Indiens, ni ailleurs. Donc, on invente la conscience personnelle. Et la conscience personnelle, c'est quelque chose qui se développe en Europe. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se développer ailleurs après, sous influence, mais c'est nous qui l'inventons. Toutes ces choses sont particulières. Je cite ces 3-là parce que ça me paraît les plus importantes. Elles sont particulières. Et si vous voulez, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde est d'accord avec nous et que tout le monde va finalement s'en emparer dans la seconde. Non, ce n'est pas vrai. Donc nous, ce que nous croyons, c'est que tout le monde est prêt à nous rejoindre tout de suite ou nous a déjà rejoints. Non, c'est pas vrai. Si je prends juste l'exemple de la Turquie, après je vous rends le micro, pourquoi est-ce que la Turquie n'est pas européenne ? L'exemple que je donne toujours pour me faire entendre, parce que si on dit ils sont musulmans, on vous vole dans les plumes en disant que vous êtes un affreux.
parce que nous sommes contre les négationnistes, parce que nous pensons qu'il y a une vérité historique et que quand on parle des chambres à gaz, ça a existé. Donc on ne dit pas que ça n'a pas existé juste parce que ça nous arrange. Ça n'existe pas. Nous sommes sous le régime d'Hérodote. C'est-à-dire que la vérité, il y a une vérité historique, ça existe. Eh bien, chez les Turcs, non. Chez les Turcs, au contraire, tout le monde est négationniste. Si on n'est pas négationniste, on doit quitter le pays. Vous connaissez comme moi. Et pourquoi ? Parce que la vérité historique, elle est inventée au fur et à mesure que ça nous arrange. Eh bien, nous, c'est pas notre affaire, c'est pas notre truc, parce que nous sommes dans le régime de vérité. Voilà, c'est ça, pour moi, l'identité européenne. Je vous laisse la parole, parce que c'est pas vrai. Merci beaucoup Chantal. Christian Vannès, est-ce que c'est une définition de l'Europe que vous partagez, celle qu'a donnée Chantal ? Est-ce que vous voulez y ajouter quelque chose ? Moi, je voudrais revenir sur la notion d'identité, parce qu'il se trouve qu'on a évoqué tout à l'heure le débat sur l'identité nationale et que j'ai participé à ce débat et que j'en ai un souvenir extrêmement amer. Extrêmement amer, parce qu'on avait l'impression d'employer un gros mot en employant le mot identité. Vous vous souvenez qu'il y avait un ministre qui avait été nommé ministre de l'identité nationale et tout le monde a considéré que c'était scandaleux, que c'était une sorte de retour du pétainisme, que c'était absolument inqualifiable. Je veux dire, ce qui est scandaleux, c'est précisément de ne pas revendiquer son identité. Et je voudrais ici faire allusion à deux ouvrages, je pense, qui marquent un peu le débat. C'est l'ouvrage d'Amin Malouf qui s'appelle « Les identités meurtrières », et puis celui de Finkielkraut, bien sûr, sur l'identité malheureuse. Dans le fond, on se trouve exactement entre les deux. L'identité meurtrière, oui, l'Europe, c'est ce que c'est. Malouf en parle à cause de la marqueterie du Liban, avec ses 16 religions et les massacres divers qui se sont produits entre elles. L'Europe, ce sont des siècles de guerre civile, dont nous ne sommes sortis qu'il y a très peu de temps, finalement. Et une grande partie de cette conception qui consiste à définir, ou à dessiner plutôt notre identité avec une gomme, vient de là, de cette espèce de mauvaise conscience que nous avons de notre passé. On se dit, oh là là, mon Dieu, ce passé, c'est un passé de guerre, de rivalité, de guerre de religion, bref, tout ce qui nous définit, c'est aussi ce qui nous a fait nous battre entre nous. Donc il faut effacer tout ça. Mais si vous passez de Malouf à Finkielkraut, vous avez une conception tout à fait différente, qui consiste à dire, non, certes, les identités sont des sources de conflits, mais ce sont aussi des sources de dons. Car enfin, si nous n'avions pas notre identité, que pourrions-nous proposer aux autres ? Vous savez, ce qui fait l'homme, c'est l'échange. C'est l'échange qui constitue l'humanité. Le langage étant un des éléments de l'échange, sans doute l'essentiel, mais c'est l'échange. Or, que voulez-vous échanger si vous n'avez rien qui vous soit propre ? Je veux dire, lorsqu'on va vers l'autre avec la volonté de le détruire, certes c'est condamnable, mais lorsqu'on va vers l'autre avec le souhait de le connaître, de recevoir ce qui peut nous apporter, mais aussi de lui apporter ce que nous sommes et ce que nous faisons, je pense que là, c'est véritablement vivre l'humanité. Et je crois qu'à partir de là, à partir de cette conception de l'identité, on doit se défaire de toute espèce de mauvaise conscience. Dire oui, nous avons une identité européenne, cette identité est source de notre existence, mais c'est aussi source de notre fierté, car il y a toutes les raisons d'être fier, d'être européen. Moi, vous savez, j'ai eu une expérience un petit peu déplaisante, c'est de me voir casser au bout de quatre votes un amendement que j'avais fait sur la reconnaissance du rôle positif de la présence de la France outre-mer. J'avais ajouté d'ailleurs et la place éminente des troupes issues d'outre-mer dans la libération de notre territoire. C'était assez équilibré, n'empêche qu'il y a eu une levée de bouclier au bout de 4 votes. J'avais gagné 4 fois. C'est Chirac qui a fini par casser ce texte devant le Conseil constitutionnel. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est criminel d'avoir cassé ce texte ? Parce que ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que nous n'avions aucune raison d'être fiers de ce que nous avons fait. Or, moi je suis désolé, mais je suis fier, y compris de la colonisation, pas de tous les aspects de la colonisation, mais quand vous regardez la colonisation, quand vous voyez ce petit pays du Portugal aller
installer des comptoirs partout autour de l'Afrique, jusqu'en Inde, etc., se retrouver en compétition avec cet autre tout petit pays qu'est la Hollande, et se battre pour avoir des comptoirs jusqu'en Indonésie, et puis, à la suite de ça, des missionnaires essayer de convaincre les gens, mais souvent avec beaucoup d'humanité, contrairement à ce qu'on pense. Pensez à ce qu'ont fait les ordres religieux en Amérique du Sud, on ne le dit jamais, précisément pour empêcher l'esclavage, que ce soit les jésuites au Mexique ou que ce soit les dominicains au Venezuela. Ils ont travaillé pour donner de l'humanité à notre société. Et ça, on le gomme. Alors, il y aurait eu que la traite négrière. L'Occident aurait été le monopole, aurait exercé le monopole de l'esclavage. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et là, je suis obligé de revenir sur un point que vous avez évoqué, Chantal, mais qui est actuel. C'est le problème de l'islam. Il y a une différence profonde d'identité entre le monde musulman et le monde européen. Lorsque l'on présente l'Europe comme ouverte aux musulmans, comme à une autre religion, comme il y en a déjà une ou il y en a déjà plusieurs, ben, il y en aura une de plus, c'est pas bien grave. C'est pas du tout le problème. On a là affaire à une culture qui développe une conception de l'homme qui est radicalement contraire à la nôtre. Radicalement contraire. C'est une religion, comme l'avait très justement dit Benoît XVI, qui n'exclut pas du tout la violence. Vous savez, on peut simplifier en disant, dans le fond, le musulman, pour lui, la règle, c'est la guerre. Quand vous lisez le Coran, la guerre est pratiquement constamment présente. Vous avez vu ou lu le Christ parler de la guerre lorsqu'on rappelle ses faits et gestes dans les évangiles? Jamais. Jamais. Il ne va pas laisser, certes, tranquilles les commerçants du temple, on cite souvent cet exemple-là, mais il ne souhaite pas la guerre. D'ailleurs, le premier qui sort son glaive pour le défendre se fait rabrouer. Ce qui prouve bien qu'il y a deux conceptions différentes. Une conception qui est fondée sur un humanisme qui est au cœur même de la religion, qui est un des éléments de l'identité chrétienne. Car, enfin, la plupart des religions instituent les dieux ou le Dieu comme un être supérieur devant lequel il faut se prosterner en permanence, écrasant, par sa miséricorde certes, mais aussi par sa punition. Hein. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Le Dieu chrétien, c'est pas du tout ça. C'est un Dieu qui fait don de son Fils pour racheter les péchés de l'humanité. Autrement dit, vous avez une inversion pratiquement entre Dieu et l'homme dans la religion chrétienne. Alors pourquoi la religion chrétienne fait-elle partie de notre héritage? Tout simplement parce qu'elle n'est pas arrivée par hasard. On dit judéo-chrétienne. Bon, c'est aussi helléno-chrétienne. Car la religion chrétienne s'est installée dans le monde grec, dans la pensée grecque, dans un endroit qu'elle connaissait déjà en fait, dans la mesure où il y avait déjà de l'humanisme chez les Grecs, et que la religion chrétienne correspondait à ce besoin, à ce souffle humaniste que les vieilles religions polythéistes ne possédaient pas. Quand vous faites là, le total de ça, vous vous dites que décidément, l'Europe a apporté beaucoup à l'humanité, qu'aujourd'hui elle est menacée de l'intérieur et de l'extérieur. Elle est menacée de l'intérieur tout simplement parce que les élites qui la dirigent ont perdu l'essentiel de son héritage. Exemple, aujourd'hui nous avons à la tête de l'Europe des technocrates qui gomment notre identité, mais qui gomment aussi les souverainetés nationales. Nos différences dans ce qu'elles avaient de bon, c'est-à-dire ce qui enrichissait finalement notre pluralité. Ces technocrates mettent l'accent sur un point, le reste étant secondaire, c'est l'économie. Tout est économique. Hein, la stratégie de Lisbonne, qui a été un bide complet, entre nous soit dit, hein, un échec total. Enfin bref, mais c'est pas ça l'Europe. L'Europe est un continent, en grande partie, si on met à part les Finlandais et les Hongrois, qui tiennent beaucoup à leur identité d'ailleurs, c'est un continent indo-européen. C'est un continent qui transporte une culture, qui a des valeurs qui sont propres, qui se sont d'ailleurs parfaitement mariées avec la religion chrétienne, qui est trinitaire, comme vous savez. Or, ce qui caractérise un Indo-Européen, c'est la Trinité. Avec cette idée que, dans l'ordre humain, il doit toujours y avoir une place pour la spiritualité,
une place pour la défense, pour la guerre. Aujourd'hui, on a peur de faire la guerre en Europe. Attendez, quand l'Europe est menacée, elle doit oser faire la guerre. Elle ne doit pas laisser ça uniquement au monopole américain et au monopole russe. Lorsque l'Europe est menacée, il paraît que Juncker, d'ailleurs, commence à bouger en disant que ça va bien que les Américains dictent leur conduite aux Européens. Bon, si ça pouvait aller dans ce sens-là, c'est bien. Mais l'Europe doit exister aussi militairement, bien évidemment. Et l'économie n'arrive qu'en troisième point. Les producteurs, c'est le troisième niveau. Hein. Si on n'a pas une spiritualité, si on n'a pas une défense, l'économie n'est rien, c'est la matière, l'économie. Et elle doit simplement valoriser le reste. Elle ne doit pas être l'essentiel. Lorsqu'on a bien compris ça, on se dit que l'Europe a une histoire extraordinaire, qu'elle a une identité fascinante, et qu'elle peut donner beaucoup au monde. Elle peut donner beaucoup au monde à condition de se reprendre. Et se reprendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre fin, bien évidemment, au désastre de la construction européenne actuelle. Là, je parle en gaulliste en tant que président du RPF. Bien sûr que c'est un désastre. L'euro, vous savez, j'ai lu le livre de Weisbourg, qui est pourtant un fédéraliste, et qui montre à quel point l'euro est en train de tuer l'Europe. Parce que précisément, elle présente l'Europe comme un carcan, au lieu de présenter l'Europe comme un vecteur pour les Européens. C'est ça qu'il faut changer. Et on ne pourra le changer qu'en redonnant aux politiques leur véritable place. Et la place des politiques, c'est pas dans un machin qui se balade entre Strasbourg et Bruxelles, avec des tas de parlementaires qui souvent s'ennuient. Hein, je fais allusion à une ancienne ministre de la Justice, et qui manifestement sont là parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Non, c'est pas ça l'Europe. L'Europe, ça doit être avant tout l'entente des États souverains, c'est-à-dire des nations qui apportent aujourd'hui, grâce à leur passé, grâce à leur héritage, parce que l'héritage, encore une fois, c'est pas uniquement la guerre, c'est aussi tout ce qu'il y a de positif dans ce qui a été fait. Notre culture extraordinaire, notre art formidable, etc. Notre patrimoine. Bon, tout ceci, nous devons l'apporter pour travailler ensemble et pour faire en sorte que nous continuions à exister dans le monde sur les trois plans. Sur le plan spirituel, sur le plan militaire et sur le plan économique. C'est seulement lorsqu'on aura dit ça qu'on se rappellera qu'effectivement, comme toute identité, vous savez, une identité, c'est pas une statue, c'est un fleuve. Ça, c'est une histoire. C'est une histoire qui s'enrichit avec des affluents. Et on peut accepter un petit affluent. Lorsqu'on voit des étrangers arriver, c'est très bien, à condition que l'affluent se marie avec le fleuve et qu'il ne veuille pas rester différent du fleuve ou gâcher, je ne vais pas dire la couleur du fleuve parce qu'on penserait que je fais allusion à une sortie récente plus ou moins malheureuse, mais disons la nature du fleuve. Je crois que manifestement, l'identité doit être protégée, mais on ne peut la protéger, encore une fois, qu'en la promouvant. Et qu'en la promouvant à l'international, en remettant les nations là où elles doivent être, c'est-à-dire comme des États souverains. Merci beaucoup, Christian Van Est. Vous avez raté votre vocation de frère prêcheur, je pense. Vous auriez pu adjoindre en plus à votre génie politique. Stéphane Buffetot, vous qui êtes au cœur du dispositif européen, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe là-bas en fait ? Est-ce qu'il y a une vision de l'Europe qui est proposée ou pas du tout ? Ou comment ça se passe en fait là-bas ? Alors, ah bah ça y est. Bon, bah, écoutez, vous restez là. Vous êtes centriste de toute façon. Oui. Alors, en fait, l'histoire de l'Union européenne telle qu'elle va, ou plutôt qu'elle ne va pas aujourd'hui, c'est pour moi l'histoire du détournement d'un projet. Le projet, il est né de quoi ? En fait, si on remonte à ses origines tragiques, il est né de 2 coups de feu à Sarajevo au mois de juin 1914. Ces 2 coups de feu vont provoquer, on le sait, des millions de morts. Cette guerre, les 2 guerres mondiales, qui pour De Gaulle d'ailleurs ne faisaient qu'une, ça a été rappelé ce matin. Et alors pendant ces 2 guerres, il y a un certain nombre d'hommes qui s'appelle Alcide de Gasperi pour l'Italie, qui lui combat dans la Première Guerre mondiale dans l'armée autrichienne. Schumann, lui, combat dans l'armée allemande.
Et donc, on a également, bien entendu, parce qu'il fait partie aussi de cette épopée, le général de Gaulle qui, lui, combat dans l'armée française, Churchill dans l'armée anglaise, et puis il y a Monnet qui ne combat pas et qui fait des affaires avec les Américains. Alors, donc, ces gens, après le deuxième désastre, disent ça ne peut plus durer, et je dirais comme Christian, ces guerres civiles européennes, il faut y mettre fin. Et donc, là, il y a un projet qui, au départ, est légitime. On dit on s'est assez tué, on s'est assez massacré, et maintenant, on va construire quelque chose ensemble, en additionnant nos génies. Et puis, au fil du temps, le projet se dénature. Au fil du temps et au fil des traités. Et donc, on arrive aujourd'hui dans un système purement juridique d'ailleurs, et économiste, qui a perdu finalement toute inspiration réelle. Car quand on demande quelles sont les valeurs, et là je rejoindrai ce que disait Mathieu tout à l'heure, quelles sont les valeurs de l'Union européenne ? Mais ils sont bien en peine de définir quelque chose qui effectivement soit européen. On nous parle de la démocratie, mais après tout, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Amérique sont des pays démocratiques. Et quand on dit démocratie, moi je dis voir. Quand M. Juncker déclare, au moment où M. Tsipras organise un référendum sur les conditions de l'aide à la Grèce, M. Juncker déclare « Aucun scrutin démocratique ne prévaut contre les traités ». C'était il y a 2 mois. Hein. C'était il y a 2 mois. Alors, quelle démocratie ? Quelle démocratie ? Après, quelles sont les valeurs ? Alors, il y a le déni des valeurs chrétiennes. Je vais vous raconter comment ça s'est passé au Conseil européen quand est arrivé le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Il se trouve que j'ai un ami italien qui était le directeur de cabinet de Fini, Gianfranco Fini, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque, et qui était à ce Conseil européen. Donc commence ce tour de table. L'Allemagne se prononce en faveur des racines chrétiennes. Et puis la Grèce, et puis le Portugal, et puis l'Italie, et puis l'Espagne, et ainsi de suite. Et la Pologne. Or, le Premier ministre polonais de l'époque était un agnostique notoire. Mais il représente son pays, et donc il se prononce en faveur des racines chrétiennes. Il est à ce moment-là interpellé par Chirac, qui lui dit « Mais parlez selon votre conscience », ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis arrive la France. Et Chirac dit « La France est une république laïque. Elle ne signera pas le traité si les racines chrétiennes y sont mentionnées. » Il est rejoint par le représentant de la Belgique et le représentant de la Suède. C'est tout. Sur 26 États membres, 3. Et donc, ce qui est intéressant de voir à ce moment-là, c'est que les 23 États membres cèdent, lâchent. Mon ami prend le bras de Fini et lui dit « Mais faites comme lui. Dites que si les racines chrétiennes ne sont pas mentionnées, l'Italie ne signera pas. » Et en fait, rien ne se passe. Et il y a une espèce d'effondrement, si je puis dire, de 23 États membres devant la brutalité de 3 autres, et surtout d'un autre, qui était la France. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Pourquoi cède-t-on ? Pourquoi cède-t-on ? Deuxième exemple, pour vous donner un peu l'atmosphère qui règne dans l'Union européenne aujourd'hui. La Hongrie change de constitution. C'est bien son droit, malgré tout. D'autant plus que la constitution qu'avait la Hongrie était la constitution du temps communiste. Donc, le gouvernement de M. Viktor Orban adopte une nouvelle constitution. Hystérie collective au Parlement européen. Même, c'était la présidence polonaise de l'Union européenne, présidence tournante. Même Donald Tusk, qui c'est américano-polonais, agnostique, comme je disais tout à l'heure,
dira « le Parlement est tombé dans une hystérie collective ». Alors pourquoi l'hystérie ? Parce que dans le préambule de la nouvelle constitution hongroise, il est écrit que le peuple hongrois reconnaît la vertu unificatrice de la chrétienté pour la nation hongroise. Crime épouvantable. Parce qu'en exergue de la Constitution est mentionnée la première strophe de l'hymne hongrois, qui est « Que Dieu protège les Magyars ». Parce que, troisième crime, il est dit que la sainte couronne de Saint-Étienne est le symbole de la souveraineté de la nation hongroise. Et enfin, et c'est la cerise sur le gâteau, et ça c'est intolérable, la Constitution hongroise affirme que le mariage est l'union entre un homme et une femme. Et donc, ça provoque immédiatement la mise en branle de tous les lobbies, et notamment le lobby gay, LGBT. Alors, LGBT, c'est lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Et maintenant, on a même ajouté le Q pour queer, c'est-à-dire étrange. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas été voir ce que c'était qu'étrange. Et donc, attendez, vous riez, mais ce qui s'est passé, c'est que la Hongrie a été mise sous observation démocratique par le Conseil européen. Et ensuite, amené devant le Conseil de l'Europe pour la même raison. C'est donc, voilà, on est dans une situation. Autre exemple, la Slovaquie fête, il y a 2 ans, le 500e ou plus d'ailleurs anniversaire de la venue du christianisme en Slovaquie. Et dit, eh bien tiens, comme chaque État membre peut frapper sa monnaie, dit sur l'euro, la pièce, je vais mettre Saint-Cyril et Saint-Méthode. Et donc, ils vont faire un projet. Et il y a Saint-Cyril et Saint-Méthode, et il y en a un qui a une étole avec des croix, et l'autre tient une croix, qui est d'ailleurs sur une croix de Lorraine, si je puis dire, qui est sur le drapeau slovaque. Là encore, Ourvari, c'est intolérable. On demande à la Slovaquie d'effacer les croix sur ses monnaies. Je n'invente rien. Hein. Et finalement, Dieu merci, la Slovaquie n'a pas cédé. Dieu merci. Elle a failli céder, mais elle n'a pas cédé. Donc c'est pour vous montrer à quel point nous sommes dans un déni de réalité historique et culturelle dans l'Union européenne telle qu'elle est. Quand vous songez qu'au début de la construction européenne, on parlait d'Europe vaticane, vous voyez quel chemin on a pu parcourir. Alors ça pourrait être anecdotique, si je puis dire, ça fait rire ou sourire certains, mais seulement ça empêche l'Europe, effectivement, d'appréhender de façon intelligente certains phénomènes parfaitement contemporains. Comment comprendre, par exemple, l'islam, comprendre l'islamisme, si on évacue de toute sa réflexion politique ce que le substrat religieux peut apporter à la vie d'une société et d'une société politique. Impossible. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et donc, devant la déferlante migratoire, qui est majoritairement musulmane, ils sont complètement démunis. Ils ne savent ni comment réagir, ni que dire, ni que faire. Et donc là, on est vraiment au cœur de quelque chose qui devient dramatique pour l'Union européenne. Personnellement, aujourd'hui, je pense que le projet européen est dans la situation la plus critique qu'il n'a jamais connue. Tout simplement parce qu'il a perdu le sens de ce qui faisait, si je puis dire, sa force et son fondement. En vérité, pourquoi l'Occident a dominé le monde ? Ouais, très clair, c'est que l'Occident il a dominé le monde à cause du christianisme. Pourquoi je dis à cause du christianisme ? Dominer le monde sur le plan intellectuel, artistique, scientifique, ou grâce au christianisme plutôt.
Tout simplement parce que le christianisme, et ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est une relation à Dieu qui est d'abord une relation tout à fait particulière. Le christianisme, c'est la seule religion dans laquelle le Dieu s'incarne. Bon. Et ensuite, c'est une relation personnelle entre chacun, chaque homme, chaque femme et Dieu. Et chaque homme et chaque femme est responsable de son destin et de son salut. Il n'y a pas de prédestination. C'est nous qui sommes responsables. Et donc, ce sens de la responsabilité donne le personnalisme, donne le fait qu'on n'est pas quelque chose, un élément qui va se perdre dans un grand tout, mais une personne responsable de son destin. Et cet aspect-là fait l'esprit d'entreprise, l'esprit de recherche, la quête du progrès, etc. etc. Et ça fait vraiment ce qui est le fond même de l'âme occidentale, ce personnalisme chrétien. Et donc, à partir du moment où on le nie, plus rien ne nous distingue de quoi que ce soit. Et on devient simplement le jeu ou le jouet de grands mouvements économiques ou démographiques. Alors, démographie, je vais terminer aussi sur ce plan-là, parce que j'ai trop parlé. Mais la démographie européenne est une catastrophe totale aujourd'hui. Aucun pays de l'Union européenne ne renouvelle cette génération. Ah, ça va. Même la France et l'Irlande, qui en sont proches, n'y arrivent pas. Sur les 28 États membres, 10 non seulement ne renouvellent pas leur population, mais perdent de la population chaque année. On le sait de l'Allemagne, mais c'est vrai du Portugal, c'est vrai de l'Italie. La mamma italienne avec sa nombreuse famille, c'est fini et complètement terminé. Tous les pays baltes, la Croatie, la Hongrie, l'Espagne. On est donc dans une situation qui est, à mon avis, révélatrice d'une espèce de mal-être profond dans l'Union européenne. Bon, l'Allemagne, je pense qu'il y a le poids du péché, si je puis dire. L'Allemagne se suicide un peu, même complètement d'ailleurs. Il y a le poids du péché. Et les autres, c'est... je n'ai pas d'explication particulière. Il y a des raisons techniques, si je puis dire, et législatives. Ça, je ne vais pas faire un cours sur les politiques familiales en Europe. Mais c'est quand même, pour moi, derrière des raisons techniques, cette espèce de mal-être, de laïcisation des sociétés européennes qui fait qu'elles n'ont plus ni espoir, ni perspective, et qu'elles se laissent mourir. Voilà. Car, et je terminerai par là, il y a une leçon de l'histoire de l'humanité, c'est que les civilisations ne meurent pas à cause de la force de leurs adversaires, mais elles meurent à cause de leur propre faiblesse. On va peut-être passer la parole à la salle pour que tout le monde ait le temps de parler et vous pourrez réagir les uns les autres sur ce que vous avez dit. Qui est-ce qui a une question, monsieur ? Je voudrais parler à l'Assemblée de quelqu'un qu'on présente comme un père de l'Europe et qui s'appelle Koudenov-Kalergi, qui a une théorie qui est absolument destructrice. C'est lui qui prononce l'entrée de race noire et de race blanche pour abattardir l'Europe. Et il a fait un bouquin là-dessus. Et comme il est un des pères de l'Europe, je pense qu'il a influencé cette stratégie. Ensuite, la deuxième question, je m'excuse d'en poser deux. Je viens de lire récemment de Jean-Hervé Lorenzi, qui est un économiste, plutôt de gauche, qu'on dit, et qui prépare l'Europe. On nous l'a vendu comme étant la paix éternelle. Et lui, il prépare la Troisième Guerre mondiale qui se réalisera d'ici peu. Merci. Merci. Est-ce que l'un de vous veut réagir ? On va poser une autre question. Alors, tout à l'heure, je suis intervenu ce matin pour dire que je vivais la moitié de ma vie en Asie. Je suis marié à... Alors, je vais préciser d'abord, donc... Merci madame. D'abord, je suis catholique, j'ai une éducation catholique, et je suis marié donc avec une épouse bouddhiste, qui est donc taïwanaise.
et qui défend les valeurs traditionnelles de l'Empire chinois tel qu'on l'a connu au XIXe siècle. Par rapport aux missionnaires que vous disiez tout à l'heure, je suis très fier de notre passé et de ce que nous avons été. Hélas, on s'est confronté, nos missionnaires chrétiens se sont confrontés à une opposition en Chine. Ce qui a suscité la révolte des boxers qui ne comprenaient pas et il y avait une lutte de pouvoir. Enfin, c'est compliqué, mais ce que je voudrais, c'est faire le parallèle par rapport aux musulmans aujourd'hui, c'est-à-dire que nous pouvons être fiers de notre identité chrétienne, et ce qui me fait un petit peu peur, c'est quand elle s'oppose dans le conflit à une autre identité, et cette identité, vous l'avez dit tout à l'heure clairement, c'est pas nous qui nous opposons à elle, c'est elle qui vient vers nous et s'oppose à nous. Maintenant, vous savez, c'est comme les enfants à l'école, quand les enfants se battent, on ne peut pas dire, si on intervient après coup, on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui a raison par rapport à l'autre, on dit simplement essayez de cohabiter, essayez de vous entendre. Et j'ai plaisir à vous entendre, j'ai plaisir à être ici, parce que je rejoins l'ensemble de vos idées, mais ce discours me fait un petit peu peur quand on parle de colonialisme qui serait toujours positif, alors qu'il y a eu des cas... Alors, non, je vais pas... Alors, excusez-moi, pardon, je veux pas entretenir la polémique, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai peur, voilà, c'est tout. Voilà, et comment on peut combattre la peur ? Oui, monsieur, oui, je voulais simplement vous dire que lorsque Matteo Ricci est arrivé en Chine, il s'est heurté à deux problèmes principaux qui répondaient à deux des caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure. La première chose, il s'est heurté au problème de la personne, il était contre la polygamie. Or, les Chinois étaient tous polygames jusqu'à une époque extrêmement récente. En fait, c'est 1912, la date à partir de laquelle la Chine est vraiment s'occidentalise. Bon. Et donc, il s'est heurté à ça d'abord. Et deuxièmement, il s'est heurté au régime de vérité. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que les gens qui l'avaient converti continuaient à aller au temple bouddhiste et autres. Et il disait, mais attends, je crois en ton Dieu, mais je crois aussi en l'autre. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Hein. N'importe quoi, c'est les mythes, quoi. On n'est pas dans la vérité. Mais Matteo Ricci est allé très doucement. Et d'ailleurs, comme vous savez, il a écrit un traité sur l'amitié en chinois. Il avait appris le mandarin, c'était extraordinaire. Il est mort là-bas, il n'est jamais rentré chez lui, il n'a jamais revu sa famille. Et il a pas du tout imposé quoi que ce soit, il a fait ça cool. Oui, alors je voudrais revenir, je n'ai jamais dit que la colonisation avait été uniquement positive, hein. J'ai simplement dit qu'il fallait éviter de se battre la coulpe sans arrêt, sans prendre connaissance de ce qu'elle avait de positif, hein. Et par exemple, moi j'ai toujours pensé que l'un des grands échecs de notre colonisation de l'Algérie avait été précisément notre absence de volonté de convertir. Vous savez, vous n'avez jamais oublié qu'il y a un des pères importants de l'Église qui est un Algérien, de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'était l'évêque de ce que les Algériens appellent maintenant Annaba, Hippone, et les Kabyles étaient chrétiens. Et ils ont résisté tant qu'ils ont pu à la conquête musulmane et aussi aux arguments peu spirituels des musulmans, qui consistaient notamment à leur dire si vous vous convertissez, vous payez plus d'impôts. Hein, ce qui fait que vous payez plus d'impôts, on vous laisse la paix, vous pouvez avoir 4 femmes, vous faites le choix, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on a eu grand tort, à mon sens, lorsque on a conquis l'Algérie, de ne pas faire en sorte qu'une grande partie des Algériens, les Kabyles, retrouvent la foi qui avait précédé la conquête musulmane, la foi chrétienne. On a interdit ça aux pères blancs, ils étaient là, mais bon, ils n'osaient pas convertir. On a même fait, vous savez, des écoles, on était tellement précautionneux à l'égard des musulmans qu'on a fait des écoles franco-coraniques. C'est-à-dire que c'était moitié enseignement laïque français, moitié Coran. Ça n'a évidemment pas marché du tout. L'éducation a commencé à marcher en Algérie avec beaucoup de succès, ce qu'on oublie toujours, lorsqu'on a décidé de mettre les Algériens, les jeunes Algériens, au contact d'une éducation française. Point. Vous aviez 200 000 scolarisés en 1900.
80% d'Européens. En 1960, vous aviez 1 million de scolarisés, 800 000 musulmans, hein, qui étaient scolarisés comme tous les Français, etc. Ce sont des choses positives, ça. Simplement, on n'a pas été jusqu'au bout de notre volonté parce que tout simplement, on a subi cette espèce de mauvaise conscience qui a d'abord été ténue et puis qui maintenant est devenue dominante dans la mesure où elle nous fait regretter ce passé dont, encore une fois, nous devons être fiers. Car enfin, la plupart des autres civilisations ont essayé aussi de conquérir. Vous parliez de la Chine tout à l'heure. Bon, la Chine est un immense empire, a toujours été un immense empire, mais qui a été profondément divisé, qui a été traversé par des guerres civiles très, très sanglantes. Vous avez eu la guerre des 4 royaumes, et puis ensuite une guerre avec je ne sais plus combien, 7 royaumes, etc. Bon, vous avez des tas de films d'ailleurs remarquables en ce moment qui sortent sur l'histoire de la Chine, sur l'histoire de la Chine qui a été extrêmement perturbée par des conflits, exactement comme l'histoire de l'Europe. Exactement. Simplement, la différence, c'est quoi ? C'est qu'ils ont écrasé la diversité sous le poids des Han, c'est-à-dire sous le poids de l'ethnie dominante. Alors pourquoi dire que c'est mieux quand effectivement une société va jusqu'au bout de sa volonté d'imposer ses idées aux autres ? Nous ne l'avons pas fait. Nous ne devons pas le regretter. Mais pour autant, nous ne devons pas nous battre la coulpe sur le fait d'avoir une identité qui parfois effectivement a été dominatrice. Voilà. Si je peux ajouter un mot sur ce que j'appellerais le mea-culpisme ambiant dans l'Union européenne et en France en particulier. Le mea-culpisme, on est à l'origine de tout ce qui est mauvais. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais il y a quelque temps à Istanbul, peu importe, on ouvrait une réunion sur le dialogue euro-méditerranéen. Et l'orateur précédent était un de mes collègues du comité des régions, socialiste, qui commence par faire son mea culpa. Ah là là, c'est épouvantable, nous avons été colonialistes, patati patata. Bon. Je mets de côté le papier que j'avais préparé et je lui dis, mon cher confrère, la tentation coloniale, elle est de toutes les civilisations, de toutes les cultures et de toutes les époques. Nous sommes ici, d'ailleurs, dans la capitale de ce qui fut un grand empire. À ce moment-là, les Ottomans qui étaient là, les Turcs qui étaient là, se lèvent et m'applaudissent. Bon, voilà. Donc eux, ils n'ont pas la même vue que nous. Et je poursuis en lui disant, et l'empire français, qui l'a constitué ? C'est la République française, gouvernée par des radicaux socialistes et des socialistes. Et d'ailleurs, qui envoyait le contingent en Algérie ? C'est M. Guy Mollet, président du Parti socialiste de l'époque, la CSFIO. Alors donc, revoyez vos copies sur vos discours, et c'est une chose, parce qu'on est quand même dans un combat. Nos adversaires nous parlent tout le temps du colonialisme comme si c'était une aventure de droite. En France, c'est une aventure de gauche. On reproche à l'armée ce qu'elle a fait, et ce sont des gouvernements de gauche qui l'ont envoyé. Qui envoyait les bois de justice pour couper le cou des terroristes du FLN ? C'était M. Mitterrand qui était au ministère de l'Intérieur à l'époque. Alors, c'est simplement une anecdote, mais surtout, ne vous laissez pas dominer par la pensée politiquement correcte, enfin la pensée, l'idéologie politiquement correcte. Il faut dire les choses, parce qu'on fait des constats. Il faut se battre, il faut affirmer. Alors, je sais que c'est parfois difficile. Il y en a, mon voisin le sait fort bien, puisqu'il a été poursuivi en justice pour un certain nombre de choses, qui était d'avoir affirmé la vérité. Je précise que j'ai gagné tous mes procès. Il a gagné tous ses procès. Donc, il faut avoir le courage d'y aller, mais allez-y et ne vous laissez pas intimider. Deux petites choses, une par rapport à la paix et l'autre par rapport au mea-culpisme. Par rapport à la paix, il y a une chose qu'on a tendance à oublier, je crois. Si nous espérons aujourd'hui, vous dites, vous craignez la guerre. Bon, nous oublions aujourd'hui que la paix, il n'y aura jamais sur Terre, à moins que je ne me trompe, une paix définitive, une fois pour toutes achevée, une paix, on pourrait dire, perpétuelle. La paix est le fruit d'un travail politique. La paix est le fruit non pas d'une unification brutale ou même d'une
d'une conversion généralisée de l'humanité à une même idée, mais à la possibilité de faire cohabiter des groupes qui ont des intérêts contradictoires, des communautés, des civilisations, des nations qui ont des intérêts contradictoires, mais qui savent normalement, d'une manière ou de l'autre, établir de bonnes frontières. Hein, j'aime dire, les bonnes frontières font les bons amis. Donc, de ce point de vue, il y a, comment je pourrais dire ça, si on pose la paix comme une question éthique plutôt ou religieuse plutôt qu'à la manière d'une question politique, on ne comprend pas ce que peut être une période de paix véritable dans l'histoire des civilisations. Premier élément. Deuxième élément, sur la question du mea-culpisme, ça me permet de reprendre sur un point où j'étais un tout petit désaccord avec certains de mes collègues conférenciers. Lorsqu'on dit de l'Europe qu'elle n'est aujourd'hui qu'un projet économique, j'ai tendance à être en désaccord avec ça. J'ai tendance à voir dans une certaine idéologie européenne un projet idéologique et religieux. Je m'explique. Il y a dans l'idéologie contemporaine cette idée qui est assez particulière de créer un nouvel homme nouveau. On a tendance à l'oublier, mais la volonté de... Parce que quelle est on parle des droits de l'homme, mais quel est l'homme des droits de l'homme? Eh bien, l'homme des droits de l'homme aujourd'hui, c'est comme si on postule l'existence d'un individu indéterminé, préexistant à la culture et à la nature. Et là, on le voit, ça culmine bien évidemment dans la théorie du genre, qui consiste à dire que l'être humain est une forme enfin, ni homme ni femme, il sera bien ce qu'il voudra. Ni français ni allemand, de toute façon, les identités sont purement subjectives. Et il y a cette espèce d'idéologie très puissante quand même qui est portée, à moins que je ne me trompe, par les institutions européennes souvent, à tout le moins par une frange importante des élites européennes qui sont dans une logique, pour citer un essayiste québécois, de décréation du monde. De décréation du monde, j'entends, on va repartir l'homme nouveau et on va en arriver à une nouvelle conception de l'humanité, toute neuve et apparemment rédemptrice. À mon avis, terriblement appauvrissante et probablement totalitaire. Mais je crois que si on ne voit pas qu'autour de la question dite identitaire et autour des grands débats sur l'Europe, il y a aussi un conflit portant sur deux idées distinctes de la civilisation, on ne comprendra pas le malaise des peuples contemporains, non seulement par rapport à la nation, mais par rapport à l'Europe et plus largement par rapport à l'enracinement. Pour aller dans le sens qui vient d'être développé, je vais être très rapide, je vais vous donner un exemple, qui est une anecdote vécue. Hein. Il y a un groupe des gays et des lesbiennes au Parlement européen. Donc, un jour, j'y vais. Ouais. Avec Françoise Sellier, que certains connaissent dans la salle. Et donc, parlait Madame Claudia Roth, présidente de ce groupe, députée verte allemande, d'ailleurs elle se teignait les cheveux en vert. Et elle dit, à un moment, on veut pouvoir faire comme tout le monde, se marier et avoir des enfants. Bon. Donc, moi je réagis et je lui dis en rigolant, Madame, épousez donc un homme, ça sera plus facile. Réaction. Je ne parlerai plus tant que le fasciste sera dans la salle. Alors, en dehors de l'aspect habituel de l'accusation de fascisme, la réflexion est très profonde. La réflexion de Mme Roth. C'est-à-dire que pour eux, la nature elle-même est fasciste. Elle leur impose une chose qu'ils n'ont pas choisie eux-mêmes. C'est-à-dire que pour avoir un enfant, il faut l'union d'un homme et d'une femme. Et quand elle dit que faites sortir le fasciste, et effectivement je suis sorti, elle dit en fait la nature est fasciste car elle m'impose quelque chose que je n'ai pas décidé moi-même, ce qui est exactement la volonté de reconstruction de l'idéologie politiquement correcte où l'homme démiurge, se fait Dieu lui-même et refait la nature telle qu'il voudrait qu'elle soit. Je voulais poser une question à monsieur, mais préalablement, pour bien dire sur la question chinoise, c'est les Anglais essentiellement qui sont responsables, parce que les deux traités inégaux, le massacre de Tianping qui a fait 20 millions de morts, et les boxeurs, c'est essentiellement les Anglais qui sont à la manœuvre. Donc voilà, pour corriger un peu l'histoire. La guerre de l'opium. Oui, la guerre de l'opium, mais c'est essentiellement les Anglais. Les traités inégaux, c'est la guerre de l'opium. Monsieur, merci pour votre exposé. Est-ce qu'on peut... on a parlé de l'intercommunalité, on a parlé de l'Europe, il y a des processus unionistes, je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'ONU,
justement sur l'analogie entre les systèmes et surtout sur le problème de l'ordre. Est-ce que la politique va du sol vers le haut, selon une vraie subsidiarité, ou est-ce qu'elle va vraiment d'en haut, à partir de lobbies, bien sûr, et s'impose à nous? En un mot, j'ai tendance à croire que, pour peu qu'on le place dans le cadre d'une forme d'histoire des idéologies, on considère souvent d'une certaine manière l'Union européenne comme un stade transitoire vers l'unification mondiale, pour le dire ainsi. Donc, il y a, et quant à l'ONU, qu'il y a une organisation qui cherche à civiliser les rapports entre les États, entre les nations, entre les civilisations, je ne fais pas partie de ceux qui s'en indignent, je ne suis pas sénateur du Tennessee. Mais on trouve souvent, quand on s'intéresse à l'ONU, aux différents discours qui émanent de ces différentes commissions, cette espèce d'idéologie de l'indifférenciation que j'ai évoquée tantôt, elle est très présente à l'intérieur des différentes agences onusiennes, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout dans le rapport aux droits de l'homme. Et ça, bon, alors il y a le paradoxe onusien, d'un côté les Saoudiens peuvent s'occuper des droits de l'homme, et de l'autre côté, lorsqu'on lit les textes qui définissent les droits de l'homme d'une manière ou de l'autre, ils consistent souvent à penser toute forme d'appartenance comme une forme de discrimination. Et ça me frappe beaucoup, c'est-à-dire dans les discours qui, d'une manière ou de l'autre, plaident pour une constitution politique de l'humanité mondialisée. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que appartenance, héritage, mémoire, culture, tout cela, ce sont des discriminations contre lesquelles nous devons combattre pour qu'advienne justement la figure de l'homme universel dont je parlais tantôt. Et ce qui me fascine, par ailleurs, c'est cette psychiatrisation de la dissidence lorsqu'on parle de ces questions. Vous aurez noté, je ne suis pas le premier à le faire, quand je parle de cette psychiatrisation de la dissidence, la multiplication des phobies au fil des ans. On devient toujours le phobe de quelqu'un aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est la question qui se pose politiquement. Êtes-vous phobe? Et on le notera de l'euro... Bon, on en a inventé des nouvelles récemment. On ne peut plus être eurosceptique, on est europhobe. Il n'y a même pas de guillemets, d'ailleurs, quand on dit ça. On n'est pas... et là, on peut faire la liste de la transphobie à l'europhobie, à l'homophobie, à l'islamophobie, et la liste est longue. Eh bien, ce à quoi on assiste à travers ça, c'est la disqualification de l'adversaire. On n'accepte pas qu'il participe à la rationalité commune. Il est fou. Il est fou. Donc, quelqu'un qui est fou, soit on le soigne, ce qui est une forme de générosité, soit on le chasse, ce qui est une marque de brutalité, mais chose certaine, on ne veut pas l'inviter dans la conversation démocratique. Et me semble-t-il que la condition d'une délibération démocratique éclairée, peu importe qu'on soit pour ou contre le mariage gay, la souveraineté des peuples, on peut faire une longue liste, peu importe sur ces questions-là, me semble-t-il qu'une des conditions premières, c'est de reconnaître la légitimité du point de vue de l'adversaire, sans nécessairement l'embrasser, mais sans croire pour autant qu'on a devant soi les forces du mal. Parce qu'à partir du moment où on croit qu'on a devant soi les forces du mal, eh bien on cherche à blinder l'espace public contre le contradicteur. Je ne suis pas certain qu'on puisse encore parler de démocratie. Non, je veux juste réagir en une minute à propos de la colonisation. Ce qu'on pourrait dire, je pense que vous seriez d'accord, tout le monde colonise, tous les peuples colonisent dès qu'ils en ont la possibilité. Il y en a peu qui n'ont pas colonisé, peut-être le Japon parce qu'ils ne pouvaient pas franchir les détroits, des choses comme ça. Non, après, non, mais je veux dire dans l'ancien temps. Hein. Mais c'est dans la décolonisation qu'est la différence entre les autres et nous. C'est-à-dire que les autres décolonisent par défaut de puissance et nous décolonisons, dans la plupart des cas, finalement par devoir moral ou par mauvaise conscience, dites comme vous voulez. Mais on ne décolonise pas uniquement par défaut de puissance. C'est quand même la grande différence, me semble-t-il. Alors, vous parlez de l'ONU. Je rappelle que l'ONU a toute une théorie dite des besoins essentiels que vous devez connaître, qui a été rédigée d'ailleurs par un Polonais, Malinowski, celui qui avait travaillé sur les Argonautes, un ethnologue finalement. Et cette théorie des besoins essentiels, elle est complètement postmoderne au fond. Hein. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'il y a ce qu'on appelle les besoins essentiels, les besoins soi-disant universels. Moi, je ne pense pas que ça soit universel. C'est carrément européen. Par exemple, faire passer la santé avant tout. Non, faire passer les santé avant tout, c'est postmoderne, mais ce n'est pas un besoin essentiel de l'humanité qui s'exprime partout. Il y a à ma connaissance un seul livre sur l'anthropologie de l'ONU que je vous conseille. C'est une femme qui s'appelle Claudine Brelot qui a écrit ça. Je n'en connais qu'un de livre
Tout à fait. Michel Chouinard aussi. Ah oui, mais lui, il parle que de l'IVG. Alors c'est bien 5 minutes, mais c'est bon, presque. Ah. Comment? Oh, si. Oh non, non, oh, il parle pas de grand-chose. Oh, ben bon. Disons. Et un dernier, John Fante, aux États-Unis. Alors, oui, d'accord. Oui, pardon. Oui, je voudrais revenir sur un point qu'on n'a pas trop évoqué, en fait, c'est le rapport entre l'Europe et les États-Unis, qui me semble être un point capital. Parce qu'a priori, nous appartenons à la même civilisation. On parlait de civilisation chrétienne tout à l'heure. Bon, les États-Unis sont une colonie européenne qui a supprimé les colonisés, donc ils n'ont pas eu de problème. Ils sont maintenant maîtres de la situation, tout le monde n'en a pas fait autant. Mais si on étudie bien les choses, en fait, nous appartenons à deux civilisations profondément différentes. Quand je parlais tout à l'heure des 3 étages, spirituel, militaire et matériel, la première civilisation à n'être que matérielle, à n'être qu'économique, c'est la civilisation américaine. Et j'estime qu'aujourd'hui, une des menaces les plus lourdes sur l'Europe et sur l'identité européenne, c'est la menace que font peser les États-Unis. Moi, je suis tout à fait surpris, pourquoi je parle des États-Unis, vous allez comprendre, je suis tout à fait surpris de leur attitude par rapport aux musulmans. Par rapport aux musulmans. L'espèce de complicité qui se montre jour après jour entre les États-Unis et l'islam, c'est consternant. Car enfin, vous aviez en Europe une toute petite région qui avait été installée par l'Empire ottoman dans les Balkans. La plupart des pays étaient restés chrétiens, orthodoxes, du côté ottoman. Il y avait quand même une petite zone constituée par l'Albanie, parce qu'ils avaient converti de force les résistants albanais de Skanderbeg, qui étaient pratiquement les plus chrétiens, mais ils avaient été convertis de force. Vous avez bien évidemment les Bosniaques. Les Bosniaques, c'est quoi? C'était des sacs de sable installés sur la frontière de l'Empire autrichien. Donc ils avaient mis des musulmans, des Turcs ou des convertis pour garder leurs frontières. Et puis vous avez le Kosovo qui a été conquis sur les Serbes par un transfert de population albanaise. Tout ça, c'est le travail volontaire des musulmans. Manifestement, les Américains, avec l'aide de leurs alliés turcs, tout le monde le sait, ont apporté un soutien à ces musulmans contre les Serbes. Les Français ont d'ailleurs été les complices des Américains dans cette affaire-là, ce qui est une honte par rapport à la vieille amitié qui nous liait avec la Serbie. Et aujourd'hui, à quoi assiste-t-on au Moyen-Orient? À cette chose quand même assez fabuleuse que les Américains prétendent faire la guerre depuis 1 an à l'État islamique sans avoir le moindre résultat concret. Et on sait très bien que derrière l'État islamique, d'une part, mais surtout derrière les autres, les fameux modérés, ah oui, les fameux modérés d'Al-Nusra, c'est-à-dire Al-Qaïda, ah bon, eh bien, il y a les Américains. Il y a les Américains avec leurs conseillers et leurs armes. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains aident ces gens. Pourquoi? Parce que ces gens sont liés au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Or, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont des monarchies wahhabites, c'est-à-dire exprimant le sunnisme le plus archaïque, le plus réactionnaire, le plus contraire à toutes les valeurs chrétiennes et européennes, complètement incompatibles avec nos valeurs. Et on semble ne pas s'être aperçu que ces pays-là siégeaient effectivement aux Nations Unies en ayant une conception des droits de l'homme qui est absolument incompatible avec les valeurs prônées par les Nations Unies. Quand vous lisez le Coran, à chaque instant, je ne vous parle pas de la guerre, j'en ai parlé tout à l'heure, mais à chaque instant, on vous rappelle l'inégalité profonde entre l'homme et la femme. L'homme et la femme, par exemple en matière d'héritage, en matière de témoignage. Systématiquement, le Coran vous dit qu'un homme, ça vaut 2 femmes. Par exemple, en matière d'héritage, eh bien, le garçon a 2, la fille, elle a 1. C'est comme ça que ça fonctionne. En matière de témoins, si vous avez 2 hommes, ça va. Si vous n'avez qu'un homme, il faut trouver, non pas une femme, mais 2 femmes pour avoir 2 témoins. C'est systématique. C'est inscrit dans un texte qui, je vous rappelle, est considéré comme un texte qui est descendu par la volonté divine et qui doit être respecté
à la lettre près. Et vous avez d'autres exemples encore dans le domaine de l'utilisation de la violence, je l'ai dit, et en général, dans la conception qu'on a de l'humanité. Toutes ces conceptions-là sont incompatibles avec notre créance dans les droits de l'homme. Et on ne le dit pas, les Américains ne le disent pas, et au contraire aident les gens qui promeuvent cette contre-Europe qui est à nos portes, qui nous menace et qui est à l'origine même des transferts de population considérables qui ont lieu en ce moment même. Double menace, menace idéologique et menace concrète par le remplacement de population. Peut-être une ou deux dernières questions et je crois qu'il y a un ancien ministre de la Défense qui veut réagir sur le Kosovo là où la Bosnie. Non. Merci, je remercie M. Van Est d'avoir rappelé le rôle des États-Unis dans la volonté de détruire, enfin, en tous les cas, de faire que l'Europe se haïsse elle-même. Je rappelle d'ailleurs les Wikileaks qui ont été découverts, où on voit les consignes du département d'État à l'ambassadeur des États-Unis en France, non seulement de repérer les leaders musulmans dans nos banlieues, mais également de surveiller nos programmes scolaires pour vérifier qu'ils donnent toute la place qu'eux estiment requise à l'immigration et aux civilisations non chrétiennes qui auraient pu contribuer à l'émergence de la France et de l'Europe. Donc ils surveillent nos programmes scolaires même. Maintenant, la situation, tout ce qui a été dit montre que l'Europe, nous ne pouvons pas parler de l'Europe sur le nous. Nous sommes à la recherche de notre identité, nous nous interrogeons, nous sommes remplis de doutes. Il faut balayer le nous. Il y a deux camps. Il y a deux camps. Il y a des gens qui savent à peu près ce qu'est l'identité européenne, et je crois que tout le monde ici le sait un petit peu, hein, même si on peut toujours approfondir. On peut toujours lire un livre de littérature européenne, hongroise, polonaise, je m'y efforce de temps en temps, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les fondements de notre continent. Et puis il y a des gens qui ont dans l'esprit, et qui sont au pouvoir dans les médias, qui sont au pouvoir à Bruxelles, qui sont au pouvoir en beaucoup d'endroits stratégiques, pas partout heureusement, qui ont la volonté de détruire. C'est une volonté positive de détruire ce sentiment d'identité européenne. Alors, sont-ils inspirés de l'extérieur ou pas de l'extérieur ? Mais nous sommes en situation de guerre civile, parce qu'il n'y a aucun accommodement possible entre ces deux écoles de pensée. Hein ? La seule chose qu'on puisse espérer, c'est la question que je vous pose, comment faire pour que ce soit les bons qui gagnent ? Sinon, l'Europe n'existera plus. Une dernière intervention de Mathieu Bock-Côté, puis après Charles Millon conclura. En fait, c'est un petit mot sur les États-Unis. Je ne sais pas si c'est par situation géographique ou j'ai peut-être un préjugé un peu plus favorable à leur endroit que les gens dans cette salle, ne serait-ce que... Mais vous êtes déjà colonisé, c'est ça ? Non, je m'explique. Je n'ai pas pour une tendresse exagérée, mais je ne les imagine pas conspirant généralement pour détruire le monde. Bon, mais cela dit, plus sérieusement, il y a quelque chose qui me frappe chez les Américains, qui est une chose la plus importante, c'est que les Américains, au-delà du veulent-ils détruire ou quoi que ce soit, je crois qu'ils ne comprennent fondamentalement pas la diversité des cultures. Au fond des problèmes du rapport problématique des États-Unis au reste du monde, c'est une incapacité à comprendre la diversité des cultures. Fondamentalement, les Américains sont persuadés d'une chose, que nous souhaitons tous devenir Américains finalement. C'est-à-dire nous souhaitons tous devenir quelque chose comme un nouveau New Jersey. Et ça, on l'a vu, me semble-t-il, en 2003, évidemment, avec la guerre d'Irak. Quand les Américains étaient persuadés d'une chose, il suffisait d'installer un nouveau régime en Irak pour qu'immédiatement une société démocratique idéale pousse. Une constitution bien écrite, planifiée, pensée, imposée de haut, permettrait de faire naître quelque chose comme un peuple irakien unifié allant chez Walmart et goûtant les plaisirs de la nourriture industrielle.
il y a cette idée, et ça me frappe chez les États-Unis, cette incapacité à comprendre la diversité des cultures, cette inattention à l'histoire, ce formalisme juridique, cette conviction finalement qu'il suffirait de peu pour que nous devenions comme eux et que l'histoire se termine bien. Et me semble-t-il que lorsqu'on critique les États-Unis, c'est cet angle-là qu'on doit prendre, je crois, parce qu'il y a une grande naïveté finalement chez eux. Inversement, et c'est, me semble-t-il, une des grandeurs de l'Europe, à tout le moins, de ce qu'a déjà été l'Europe et de ce qu'elle est encore à bien des égards, il y a une conscience intime de la diversité du monde en Europe. Ne serait-ce que parce qu'il y a une conscience intime de la diversité de l'Europe. Finkielkraut cite souvent Kundera qui dit qu'est-ce que l'Europe? C'est le maximum de diversité dans le minimum d'espace. Et me semble-t-il qu'il y a, c'est un des génies de l'Europe de ce point de vue, cette conscience de la pluralité humaine, cette conscience intime de la pluralité des civilisations aussi, mais ne serait-ce que de la pluralité des nations. Et de ce point de vue, dans la réflexion sur l'Europe, évidemment, il y a la France, évidemment, il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne. On ne doit pas oublier, je crois, la réflexion des petites nations d'Europe de l'Est, qui sont dépositaires aussi de cette conscience de la pluralité européenne, de cette part indispensable de la culture dans l'identification des peuples, dans la destinée des peuples. Et de ce point de vue, me semble-t-il, un des apports de la philosophie politique européenne au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça pourrait être justement cette conscience intime de la pluralité des civilisations qui ne devrait pas être vécue comme une fracture déchirante, mais comme comme un élément civilisateur. Je voudrais simplement remercier tous les participants à cette table ronde, d'abord de la qualité de leurs interventions et surtout de leur passion. Et je voudrais faire 3 remarques. La première, elle concerne le débat sur les États-Unis et l'Europe. J'ai bien écouté mon ami Christian Van Est, son analyse, je ne la partage pas totalement, je l'avoue. Et je prends un engagement, je crois que je peux le prendre en son nom aussi, c'est que l'Avant-Garde organisera une journée de réflexion sur la politique que nous devrions porter dans les relations internationales entre l'Europe, les États-Unis, la France, par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Non, mais je vais venir à la Russie. N'ayez crainte. Ne soyez pas impatients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai écouté en fait vos analyses et je dois dire que je regrette un peu qu'elles étaient plus négatives que positives, excepté notre ami canadien. Quand il est canadien et québécois, vous n'allez quand même pas me reprendre sur chaque mot. Ce n'est pas un détail. Parce que je crois qu'il faut qu'on puisse aborder la question de l'identité européenne sous l'angle positif. Si on ne la voit que sous l'angle négatif, que sous l'angle en défensive, on a déjà perdu la bagarre. Et je vais vous en donner une illustration, et ce sera la Russie que je vais aborder. Je pense que lorsque la Russie a envahi la Crimée et a envahi l'est de l'Ukraine, et que le problème s'est posé, nous avons tous été, un certain nombre, à dire il serait souhaitable qu'il y ait un dialogue entre l'Europe occidentale, j'allais dire, et la Russie, et que les États-Unis ne s'en occupent pas. Ça n'a pas été possible, parce que l'Europe n'est pas en mesure de le faire. Et qu'à partir de ce moment-là, on a vu réémerger les États-Unis, qui, bien évidemment, préfèrent régler les problèmes du monde tout seuls, à travers l'Alliance Atlantique qu'ils ont instrumentalisée, pour pouvoir, en fait, imposer leur volonté dans la négociation avec la Russie. Et c'est la raison pour laquelle je crois, je suis même convaincu, que autant il faut être critique par rapport à la dérive européenne qui existe aujourd'hui, autant il faut prendre garde à une Europe qui veut s'occuper de tout et qui ne s'occupe de plus rien, autant il faut repousser en fait cette Europe qui veut mettre sous cloche les identités nationales, autant je pense qu'il faut réfléchir à une véritable confédération européenne, mais il faut que cette confédération européenne, elle ait une force pour pouvoir ensuite négocier avec non seulement la Russie, et ça me paraît très important, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que, autour de la petite Europe qu'on devrait reconstruire, il y ait une Europe économique
et au-delà une Europe culturelle dans laquelle il y aurait la Russie, et qu'à partir de ce moment-là, ça changerait les rapports dans le monde, et que c'est la raison pour laquelle, là aussi, je prends l'engagement, et je pense que je peux les prendre au nom de Christian aussi, que l'Avant-Garde organisera une journée d'études là-dessus, parce que il est évident que si on veut que la France, et là je parle de notre pays, retrouve sa place, il faut qu'elle la retrouve dans un cadre européen pour lui permettre d'avoir en fait les leviers pour pouvoir retrouver notre influence au niveau international. Voilà simplement ce que je voulais rajouter, je parle à titre personnel, et je termine simplement par un tout petit mot, mais ça c'est par rapport à ma mission ancienne. J'ai été mis à la défense, j'ai mené la guerre en Bosnie, et je peux vous dire que ce n'est pas les États-Unis qui m'ont imposé leurs lois, puisque c'est contre leur avis que j'ai fait la force de réaction rapide, et que ça a permis à la France de retrouver en fait sa notoriété et son autorité, et que c'est évident qu'il y a d'autres aspects qu'on pourrait analyser, mais qu'on peut dire aussi que lorsque l'Europe ou la France veulent affirmer leur volonté, elles peuvent le faire, et que je souhaite, à titre personnel, que nous trouvions en fait un discours qui soit un discours fort sur l'identité européenne sous l'angle positif. Et je terminerai par une réflexion d'humour. Quand on demandait à François Mitterrand comment il négociait, quand il définissait l'identité européenne, il répondait par ses frontières. Et quand on lui disait mais quelles sont les frontières en fait de l'Europe, il disait regardez les monastères bénédictins. J'ai tout dit.